Merci à vous d'être là et merci Marc d'être là pour nous parler de votre livre Histoire du son sans date, qui est paru l'an dernier, je pense, aux éditions de Ville, un peu plus de 12 mois. Et c'est une balade en 100 dates, écrit un peu comme un dictionnaire avec différentes entrées, de date en date, qui va nous balader de la préhistoire jusqu'à la planète Mars. On va voyager très très loin avec vous pour raconter l'histoire du son. Et vous expliquez dans votre préface que vous avez été acousticien pendant 40 ans. Donc vous connaissez bien l'acoustique. Et l'acoustique, si j'ai bien compris, c'est un mot qui a été inventé par le français Sauveur au XVIIIe siècle. Mais j'aimerais que vous nous expliquiez d'abord ce qu'est l'acoustique et puis ce qu'est que le métier d'acousticien. C'est quoi exactement qui se cache derrière ces deux mots? Alors, il y a dans le dictionnaire Le Petit Robert, il y a une définition de l'acoustique que j'aime bien et qui dit que c'est donc l'acoustique étudie la physique du son et des ondes sonores, mais en liaison avec la physique, mais aussi la physiologie, la psychologie et la musique. Le métier d'acousticien, c'est plus celui qui va travailler sur les formes, les matériaux, les formes du lieu, les matériaux, pour créer la meilleure ambiance possible, la meilleure ambiance sonore possible. Et ça peut être pour la musique une bonne acoustique pour la musique classique par exemple, qui n'est pas la même que pour une musique sonorisée, mais ça peut être aussi une bonne acoustique qui permet d'avoir une bonne intelligibilité de la parole au niveau des auditeurs. Donc, donc dans l'acoustique, il y a aussi la voix, et c'est important de mon point de vue, quand on exerce ce métier, de aussi comprendre comment se crée la voix, comment elle se propage, comment elle est réceptionnée par l'oreille, comment le cerveau traite cela. Donc c'est un peu tout ça que moi je considère aussi comme faisant partie de l'acoustique. J'ai commencé par regarder les dictionnaires d'histoire des sciences. Il n'y a rien, quasi rien sur l'acoustique. Il y a un superbe livre d'histoire des sciences récents avec plusieurs auteurs et qui ont été rassemblés par Michel Serres. Eh bien, il parle sur 10, 15, 20 sujets scientifiques, il ne parle pas du son. Les autres écrivains plus anciens, ils ne parlent pas du son, de l'histoire du son non plus dans les livres d'histoire des sciences. Ce sont vraiment les acousticiens intéressés par l'histoire qui ont parlé de leur métier et de l'histoire de leur métier. Donc, c'est vrai que quand moi j'étais à l'école, on ne m'a pas appris le son. Quand j'étais à l'école, on m'a appris l'électricité, on m'a appris plein de trucs physiques, etc. Mais on ne m'a pas appris le son. Alors qu'on pourrait tout aussi bien apprendre le son. Ce n'est pas plus difficile d'apprendre le son que d'apprendre l'électricité. Enfin, voilà. On apprend un peu plus l'optique même que le son. On apprend plus la vue que le son. Le son est vraiment le parent pauvre de l'histoire. Comment est-ce que j'ai un peu cherché, enfin j'ai beaucoup cherché. Donc on a aujourd'hui l'avantage, c'est qu'on a à notre disposition quand même d'abord les bibliothèques. J'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque de l'Université de Bruxelles avec une dame charmante qui me disait « Vous êtes étudiant ?» Je dis « Non, je ne suis pas étudiant. » Elle dit « Ça rigole. » Et elle dit « Parce que c'est accessible aux étudiants et tout. » Je dis « Oui, mais moi je fais une recherche, tout ça. J'ai été étudiant et donc elle m'a facilité. J'ai pu emprunter tous les livres. Enfin bon, voilà. Et c'est une bibliothèque qui est très très riche au niveau technique, au niveau sciences, mais aussi au niveau philosophie. Tout ce qui est les philosophes grecs et tout ça, vous pouvez aussi y accéder là-bas. Donc c'est vraiment une très très belle bibliothèque. J'ai acheté quelques ouvrages. Et puis on a Internet. Ça aide. Ça aide. Donc il y a aussi beaucoup de sources. On peut aussi voir beaucoup de choses. Alors il faut faire très attention avec Internet quand même. C'est qu'il faut croiser les sources. Oui, bien sûr. Parce que, des fois, même sur Wikipédia, je dirais, qui est quand même bien, moi je suis un adepte de Wikipédia, mais il faut regarder, notamment quand on traite un sujet avec un auteur français, ou anglais, il faut regarder le Wikipédia français, mais il faut aussi regarder les autres Wikipédia et croiser les sources parce que il y a souvent des versions différentes et puis après c'est comme ça qu'on comprend aussi les choses.
Donc voilà, et puis bon, on peut aussi accéder, il y a des textes assez anciens que j'ai donc consultés. Il y a aussi à la Bibliothèque nationale de France, il y a un service qui s'appelle Gallica, où on peut aussi télécharger des vieux volumes. Donc j'en ai, ou lire, ou en tout cas consulter des vieux volumes. Donc ça, j'ai aussi fait ça, ça m'a pris 2-3 ans. Bon, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Il faut dire que sur la fin de mon métier, je commençais déjà à écrire des petits articles dans un magazine français sur le son du ministère de l'écologie, ou de l'environnement, je ne sais pas ce qu'il faut dire des fois, en France. Et puis, je suis aussi membre d'une association qui s'appelle Record Memory Club, qui essaye de promouvoir et de rappeler un petit peu les musiques entre 1900 et 1950, on va dire. Donc le début des enregistrements, le début des 78 tours, enfin pas le début, les 78 tours et tout ça. Et ils ont un magazine dans lequel j'écris régulièrement un article, donc j'en avais 5 ou 6, et puis comme je disais tout à l'heure, c'est en allant chez mon libraire, chez qui j'achetais des livres, que j'ai découvert qu'il était aussi éditeur. Et il m'a dit pourquoi vous me posez ça? Je dis parce que j'écris des petits textes, alors donnez-moi ces quelques petits textes que vous avez écrits. Et je lui en ai donné 3-4. Ils m'ont dit c'est très chouette, on va vous publier. Donc alors je dis ok, mais vous en avez combien? Je dis je ne sais pas, j'en ai 3, 4, 5. Il dit non, mais ça c'est pas assez. Oui. Donc c'est comme ça que j'ai approfondi et que d'abord j'arrivais à 30, puis 50, puis 80. Puis je me suis dit, je vais aller jusque 100, et puis voilà. Un bon chiffre. Ça donne bien. L'histoire du son, ça donne bien. Et donc, voilà. On va rentrer maintenant dans ces histoires. Voilà. Les histoires du son, moi j'ai adoré parce que le livre, c'est une série de petits textes, le texte assez court, donc c'est très agréable à lire. On peut passer d'une date à l'autre en suivant l'ordre chronologique, ce que j'ai fait, qui va nous emmener de la préhistoire à l'année 2022 sur Mars, j'ai déjà dit, mais on peut aussi le lire dans le désordre, et c'est vraiment passionnant. Et on va commencer par la préhistoire, parce qu'évidemment il y avait déjà du son dans la préhistoire, parce qu'on a trouvé des instruments de musique. Alors je voudrais savoir quel est le plus ancien instrument de musique qu'on ait trouvé. Alors, je crois que, je ne sais pas ça par cœur, mais je crois que ça doit être des flûtes. C'est les flûtes. Voilà, c'est les flûtes, oui, ce sont les flûtes. Ce sont presque les seuls... Non, alors on a trouvé des flûtes, on a aussi trouvé ce qui aurait pu être des lithophones. C'est quoi un lithophone? C'est faire du son avec des pierres. Donc ça existe encore, je connais très bien une dame qui fait des concerts de lithophone. Comment ça marche? Bien, on frappe la pierre avec différentes baguettes où on frotte sur la pierre et ça crée un son. Et quand on maîtrise ça, on peut faire un morceau de musique très agréable à écouter. Donc il y avait certainement des lithophones, il y avait des flûtes, et puis il y a des instruments qui ont disparu. Oui, qu'on n'a pas retrouvés. J'imagine qu'il y avait des tambours avec des peaux de bêtes, mais bon, tout ça, ça a disparu. Ouais. Donc c'est certain qu'il y avait de la musique. Et puis dans les années 1980, il y a un acousticien qui était passionné d'archéologie et qui a commencé à arpenter une grotte, j'ai oublié le nom de la grotte, dans le sud de la France, en Dordogne. Et il s'est rendu compte qu'il y avait dans les grottes, on a des marques de chasse, on a des choses comme ça. Mais il s'est rendu compte que dans certaines zones, on avait des petites marques rouges et qui se reproduisaient à d'autres endroits. Et il s'est dit, il a cherché et il a mis ça en rapport avec des zones de silence où on aurait pu peut-être prier à l'époque, ou des zones avec beaucoup de réverbération, où on aurait pu chanter, où on aurait pu faire de la musique. Et il a commencé à étudier, et puis d'autres aussi, on fait ça avec lui, à étudier les grottes d'un point de vue acoustique, d'un point de vue sonore. Et ils ont trouvé qu'il y avait des marquages sonores
qui correspondaient à certaines zones avec des acoustiques particulières. Ça veut dire que les hommes et les femmes des cavernes choisissaient les endroits dans la grotte en fonction des activités qu'ils voulaient réaliser, peut-être faire de la musique, peut-être prier, effectivement. Voilà. Ils avaient déjà conscience de ça. Voilà, et j'ai visité avec ma femme dans le sud de l'Espagne une petite grotte privée, et le guide c'était le petit-fils de celui qui l'a découvert d'ailleurs. Et il nous a amené à un endroit où il disait, ben voilà, ici c'était un orgue. Et c'était des stalactites, c'était même des colonnes, c'était des stalagmites et des stalactites qu'il faisait. Et il a commencé à frapper avec ses mains sur ces colonnes et à faire des sons. Ouais. Et puis sous mes pieds, il y avait une dalle qui bougeait. Et j'ai fait comme ça sur cette dalle et il y a un son qui est venu. Donc j'imagine que les hommes préhistoriques, ils ont dû faire ce genre de choses. Ouais. Et donc maintenant on sait qu'il y a des marquages sonores dans les grottes. Ouais. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle. À part les acousticiens. Oui, c'est la première fois que je lisais cette information. Je ne connaissais pas du tout. Et puis après la préhistoire, vous vous emmenez en moins 2697. C'est la deuxième date dans votre livre. Et là on est en Chine. Et vous nous racontez la légende de Ling Lun, qui va créer la musique chinoise. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette légende de Ling Lun et en quoi elle est importante? Alors, c'est le seigneur, le premier roi important de la Chine qui a envoyé, enfin c'est une légende bien sûr, qui a envoyé un savant dans des montagnes de l'ouest de la Chine, probablement au nord du Tibet ou des choses comme ça. Et il lui a demandé de créer la musique chinoise. Et donc ce savant, il est allé et il a été inspiré, dit-il, par le chant du phénix. Le phénix, c'est l'oiseau magique chinois. Et il est revenu et il a créé 12 notes qui correspondent aux 12 intonation qu'il aurait entendue du phénix chinois. Et l'empereur a fait créer 12 flûtes, c'est 12 flûtes, avec chacune un son qui correspond aux 12 paroles ou syllabes, ou je ne sais pas ce qu'il faut dire, du phénix chinois. Et c'est ainsi qu'aurait été créée la musique chinoise et la gamme chinoise ancienne avec les 12 notes, les 12 lus. Et c'est la plus ancienne légende que vous ayez trouvée qui parle de la naissance de la musique. Oui, c'est vrai. Au moins 2700, c'est quand même vrai. Déjà... Voilà, c'est vrai. Donc les Chinois, et puis on a découvert depuis chez les Chinois, justement aussi des lithophones, on a découvert beaucoup d'instruments dans les tombes des empereurs ou des savants, les Chinois. Et c'est aussi un manque que moi j'ai eu. Alors pourquoi je sais ça? Eh bien parce que c'est un abbé européen qui est allé en voyage en Chine et qui a ramené l'abbé Nollet, je crois, et qui a écrit à la fin du XVIIIe siècle, qui a écrit un récit de son voyage en Chine, mais très orienté vers la musique. Et il a ramené cette histoire, il a ramené aussi l'ensemble des instruments chinois. Et ce qui me manque après avoir fait toutes ces recherches, c'est que c'est quand même quelque chose qui est très très occidental, tout ce que j'ai écrit. Et qu'il doit y avoir en Chine, en Inde, dans tous ces pays, il doit aussi y avoir eu des découvertes et des histoires sur le son, mais qui sont pour moi en tout cas beaucoup plus difficiles d'accès parce que bon, je ne sais pas lire le chinois, je ne sais pas ni l'hindou, ni les langues anciennes d'Inde, etc. Mais c'est une perspective pour un tome 2. Hein. Voilà. Voilà. C'est bien. Merci Gorian. C'est une bonne idée. J'écrirai la préface. Alors, on a la préhistoire, on sait qu'on faisait de la musique à la préhistoire, on a retrouvé des instruments, les hommes préhistoriques, les femmes préhistoriques parvenaient à utiliser leur espace pour en faire des lieux de sons particuliers. On a la légende de l'apparition de la musique, et puis vous parlez aussi de la première pièce de musique annotée. Ça, c'est une tablette qu'on a retrouvée en Syrie, qui remonte à moins 1400 avant notre ère. C'est un hymne religieux, je pense à une déesse musicale, déesse des vergers. Et ça, c'est amusant parce qu'elle a été déchiffrée par une Belge. Voilà, en partie par une Belge associée à une Américaine.
une dame, j'ai oublié son nom, mais il est dans le C'est dans le livre. livre, Je ne suis pas toujours une bonne mémoire des noms. Mais effectivement, ils ont mis longtemps, comme Champollion a déchiffré les hiéroglyphes, la dame belge, qui est une archéologue très très connue. J'ai trouvé son nom pas Voilà. Marcel Duchesne. Voilà, exactement. Bravo, bravo, vous avez été plus rapide que Voilà. moi. Et donc, avec une dame américaine, elles ont échangé beaucoup et elles sont arrivées à déchiffrer les paroles, non seulement les paroles de cette chanson, mais aussi la façon dont il fallait la chanter, la hauteur des sons, etc. Et on peut trouver sur Internet un musicien de là-bas, du Liban ou de Syrie, qui rechante ces chansons. Après, on en a trouvé d'autres, un peu plus récentes. Mais donc, on a un musicien, chanteur, qu'on peut écouter avec l'hymne amical de cette époque, qui est la plus ancienne chanson écrite qu'on ait retrouvée. Ouais, c'est aussi vraiment tout à fait passionnant et intéressant. On va croiser beaucoup de grands noms dans l'histoire du son. J'étais surpris. Il y a plein de gens importants que tout le monde connaît qui ont étudié le son. On parlait du fait que finalement personne n'avait raconté toute cette histoire, mais beaucoup de gens ont écrit sur le son. Tous les grands savants de l'histoire ont quand même fait une petite contribution au son. C'était des génies et donc ils ont aussi parlé du son. Et le premier grand nom que j'ai trouvé dans votre livre, c'est Pythagore, le fameux mathématicien de l'Antiquité. Pythagore, il s'est intéressé au son, même plus que ça, il est le premier à avoir codifié la musique occidentale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Codifier la musique occidentale. Il est à l'origine de notre gamme. Alors, il y a aussi... D'abord, il a été en voyage avant de créer son école. Il a été en voyage justement en Phénicie, où il y avait... où on a trouvé ces tablettes de chansons. Et et la gamme de Pythagore correspond aussi à la gamme de Phénicie. Voilà. Donc il est possible qu'il ait été inspiré par ça. Bon, Pythagore, il était aussi amoureux des chiffres et des mathématiques, etc. Donc il a créé... alors il aurait trouvé que les sons correspondaient à des chocs sur les marteaux, faits par des marteaux d'un forgeron sur l'enclume, sur différentes enclumes. Ça lui aurait aussi donné comment calculer la hauteur des sons, et c'est lui qui a créé notre gamme, et il a dit que le monde était réglé par les chiffres et par les mathématiques, etc., et que la musique était aussi réglée par les mathématiques, etc. Il a trouvé que deux sons, les sons les plus harmonieux, ils étaient séparés par des quintes. Par une quinte, c'est le tiers, on augmente le son d'un tiers, etc. Et donc c'est lui qui a créé notre gamme qui a survécu quand même 2000 ans, plus de 2000 ans, jusqu'à aujourd'hui. On utilise toujours la gamme de Pythagore. Ils avaient un vocabulaire très riche du son. Il y avait plusieurs mots, je crois qu'il y avait une vingtaine de mots qui pouvaient désigner, des mots différents qui désignaient différents sons. Le son de la voix, mais aussi le son frappé, le son... Et ils avaient un vocabulaire très très riche. Évidemment, on connaît tous Echo qui vient de Écosse, on connaît, il y a tous nos sons, nos mots qui viennent du grec ancien. Ils avaient un très très riche vocabulaire sur le son. Alors, les Grecs anciens, évidemment, ils jouaient beaucoup au théâtre. C'était des théâtres qui étaient installés à l'extérieur, à flanc de colline généralement. Voilà. Et là, j'étais vraiment surpris. Ils utilisaient des vases qui étaient installés dans les gradins pour répercuter le son. Tout à fait. Racontez-nous ça. Ils avaient une sonorisation des temples grecs. Il y avait une sonorisation qui était créée. On n'avait pas d'enregistreur, on n'avait pas tous ces beaux instruments qui nous enregistrent là. Par contre, ils avaient une réverbération assistée, on dirait. Il y avait, c'est Vitruve, un architecte romain qui nous a... célèbre par Léonard de Vinci avec son homme. Ah voilà, l'homme de Vitruve, oui. Et donc Vitruve a écrit un livre d'architecture sur l'art de bâtir dans la Rome antique et aussi avant.
Et c'est lui qui expliquait comment étaient faits les théâtres, et aussi au niveau acoustique. Donc il y avait ce qu'on appelait des échéas, c'était des petites cavernes qu'il y avait dans petites alcôves qu'il y avait dans les gradins. Dans les gradins, et à l'intérieur de ces alcôves, de ces échéas, il y avait des vases d'airain, en bronze donc, on a, enfin maintenant qu'on connaît comment marchent les résonateurs, etc., ça on sait depuis le 19e siècle, donc il y avait, si vous voulez, 3 formes d'assistance par ces dispositifs. Il y avait d'abord dans la niche, il y avait la réverbération créée dans la niche qui était en pierre, ça c'est un. Ensuite, il y avait le son créé par le son qui se frappe. Quand on fait ça sur un verre de cristal, on entend un son, mais quand on fait ça sur du bronze, on entend aussi un son comme les cloches. Et donc ça fait aussi une réverbération qui revient. Et après, il y a à l'intérieur du vase, il y a aussi un autre volume et qui crée aussi comme un tuyau d'orgue, qui crée aussi un 3e son. Et donc ce sont ces 3 sons qui créent une amplification. Et il est certain que les Grecs usaient de cela pour renforcer et avoir une bonne acoustique, une meilleure acoustique de leur théâtre. C'est couplé aussi au fait que ces théâtres étaient aménagés, donc comme vous disiez, dans des collines, avec des gradins, et c'était des endroits très calmes en général, donc on avait un bruit de fond très bas, et donc le son pouvait se propager et être entendu. C'est pour ça qu'on peut à Épidore entendre une allumette craquer sur la scène en haut du gradin. Enfin, c'est ce que les touristes font, c'est ce que le guide fait quand il a des touristes. Et puis aussi, il y a encore un autre effet, c'est sur les gradins. On sait aujourd'hui que les arêtes de ces gradins jouent un petit peu comme des sources secondaires qui repropagent le son. Donc aujourd'hui, on sait comment fonctionnent les théâtres antiques. Et Vitruve donc, nous a rapporté, il a tenu ça d'un philosophe grec ancien dont j'ai aussi oublié le nom, mais voilà, les théâtres grecs étaient, on peut dire, sonorisés. Ah oui. Voilà. Et c'est une technique qui a duré un petit temps. Oui, alors elle a duré un petit temps et elle s'est propagée jusqu'au Moyen-Âge. Et on peut aujourd'hui aller, par exemple en Bretagne, il y a beaucoup de... Mais on a changé, c'est-à-dire que le vase d'airain a été remplacé par des amphores en terre. Et puis, on a supprimé les niches. C'est des choses qui se sont donc perpétuées tout le Moyen-Âge jusqu'au gothique, on va dire. Après, ça s'est perdu. Et après, les acousticiens contemporains, dont moi, on réutilise les résonateurs aussi aujourd'hui pour améliorer l'acoustique d'espace. Voilà. C'est Boès, le Romain, qui va être le premier à désigner les notes de musique par des lettres. C'est bien ça, c'est lui qui invente ça. Oui, par des lettres, oui, c'est lui. Par des lettres, c'est lui, oui. Alors pourquoi il a choisi des lettres, je ne sais pas. Et ces lettres se sont perpétuées après dans toutes les langues germaniques, dans les langues anglaises. C'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore le cas. Ce n'est vraiment qu'en français et peut-être aussi en italien ou en espagnol, mais je ne suis même pas sûr, où on utilise des notes do, ré, mi, fa. Avant, on utilisait ut d'ailleurs, ut qui a été remplacé par do après. Suite à un moine du XIIIe siècle qui a trouvé un poème, et donc il a pris les premières syllabes de ce poème pour désigner nos notes en français. Voilà. D'accord. Et donc Boès, oui, Boès en plus il a un peu, j'allais dire philosophé, mais il était très imaginatif. Il a aussi imaginé la musique du monde, il a aussi imaginé pour lui, le monde était dirigé par la musique et voilà,
C'est un monde très très... C'est presque de la science-fiction. Oui, presque. C'est vrai Voilà. qu'on n'en est pas loin. Vous qui êtes On n'est pas loin. spécialiste. C'est vrai qu'on n'en est pas loin. Voilà. Et puis j'avais noté une autre date. Bon, on fait de temps en temps des bonds dans le temps. On essaie de garder une chronologie, mais là, on va aller jusqu'en 1230. Il y a un moine anglais qui s'appelle... Alors, je ne sais pas comment on prononce. Grosseteste. Oui, alors il faut Grosseteste. faire attention quand Oui. vous tapez Grosseteste sur Oui. Internet Oui, parce oui, que oui, vous allez oui, tomber oui. sur des choses. Et ce moine anglais, Grosseteste, c'est le premier à avoir publié un essai sur la phonétique. Voilà. Qu'est-ce qu'il a écrit exactement, Grosseteste? Alors, M. Grosseteste, d'abord, c'était un savant anglais très très éminent. Il a contribué à créer les premières universités anglaises. Ok. Notamment à Oxford, je crois, et c'est Oxford, et il a enseigné à Oxford, il a créé l'université d'Oxford. C'est donc un homme très très érudit du début du XIIIe siècle. C'est le premier à avoir étudié le son à partir des syllabes, d'avoir parlé de consonnes, d'avoir parlé de voyelles, d'avoir parlé de syllabes. Et donc, il a expliqué comment que le langage et que le son de la voix, eh bien, c'était des consonnes, des voyelles et qui étaient assemblées. Et donc, c'est en fait la base de la phonétique. Aujourd'hui, après, plus tard, on a étudié la phonétique. Et la phonétique, c'est effectivement la science qui étudie le langage, comment sont constituer le langage, comment est créé, etc., la voix, etc. Et il a aussi expliqué, de façon quand même relativement rudimentaire, mais très très intéressante, comment était généré le son par la voix, et les cordes vocales, etc. C'est lui qui a parlé de cela la première fois. Ouais, c'est quand même pas... Et donc c'est un savant anglais qui est très très connu en Angleterre, qui est très peu connu chez nous. Oui, j'ai jamais entendu parler de ce personnage. Et puis vous parlez du violon, un instrument qu'on connaît tous. Moi j'avais évidemment en tête le nom de Stradivari, Antonio Stradivari, mais vous nous racontez qu'au XVIe siècle, c'est pas du tout Stradivari qui... Alors c'est peut-être que tout le monde connaît l'histoire du violon, moi je ne suis pas un spécialiste, mais c'est pas du tout lui qui a inventé les violons, c'est la famille Amati, mais qui est quand même beaucoup moins connue. Alors pourquoi on connaît plus la famille qui va donner naissance au Stradivarius que la famille des Amati? D'abord, la famille Amati, il faut savoir, ce sont des juifs espagnols. Au départ, c'est une famille de juifs espagnols qui sont partis donc, au moment de l'Inquisition et d'Isabelle la catholique en Espagne, qui a chassé tous les juifs d'Espagne. Et donc, il a émigré dans le nord de l'Italie. Et pour s'intégrer, il a pris un nom italien. Il s'est appelé Andrea Amati. Et c'est un monsieur qui était facteur d'instruments. Il faisait des instruments à cordes. Mais arrivé en Italie, il n'a jamais pu... il n'a pas pu les commercialiser lui-même. Il a été assez brimé par... Bon, c'était un immigré, évidemment. En plus, il était juif, donc voilà. Bon, c'est aujourd'hui un peu l'actualité aussi de parler de ça, mais je vais dire... Voilà. Et donc, c'est dans le nord de l'Italie qu'il a créé son atelier. Et puis, c'est son petit-fils qui est devenu le plus célèbre de la famille. J'ai oublié le prénom, mais c'est aussi un Amati, mais j'ai oublié son prénom. Et lui, ils ont changé de ville pour essayer de s'affranchir un peu de la tutelle un peu dictatoriale de la ville où il était. Et ils sont allés donc à Crémone, où ils ont créé un atelier de lutherie. Il a rajouté une corde, parce qu'on lui interdisait de commercialiser les instruments, parce que c'était réservé à cet instrument était réservé à tel autre luthier du coin. Et il a rajouté une corde supplémentaire, et c'est ainsi qu'il a créé le violon. Et il a reçu une grosse commande de Russie, de France, et il a fait de très très beaux violons qui existent. Certains, on peut encore en trouver. Il en existe encore des violons Amati.
Et il a eu comme élève, effectivement, Stradivari. Je vous disais qu'on croisait beaucoup de grands noms dans l'histoire du son sans savoir qu'ils avaient forcément étudié le son. On parlait de Pythagore tout à l'heure, mais vous citiez au XVIIe siècle Galilée. Galilée qui s'est aussi intéressé au son, mais lui c'est à la fin de sa vie. Oui. Qu'est-ce qu'il a découvert sur le son? Qu'est-ce qu'il a raconté sur le son? Eh bien, c'est lui qui a dit qu'on pouvait reproduire le son par gravure. Il a parlé de la première gravure sonore. Ah oui. Donc quand on prend un poinçon métallique et qu'on frotte sur un disque, eh bien ça fait un son. Et il s'est imaginé que c'était une manière, si on arrivait à maîtriser la façon dont on grave une plaque, eh bien on pourrait créer une reproduction sonore et on pourrait créer un disque. Il a inventé, oui, le ton de voilà, disque. il a inventé le disque, oui, on peut dire ça. C'est lui qui a parlé la première fois de la gravure sonore pour créer une musique. C'était Galilée. Voilà. Je pensais que c'était Philips, mais C'est c'était Galilée. Un autre personnage qu'on croise, et il se fait que c'est un personnage que j'adore, on est au XVIIe siècle en France, c'est Savinien Cyrano de Bergerac, donc le vrai, il y a évidemment celui avec son long nez, mais le vrai c'est un auteur, un philosophe. Il a notamment, puisqu'on parlait de science-fiction, il a imaginé les premiers voyages dans l'espace. Il imaginait qu'en mettant des boules de verre remplies d'eau autour de ses hanches, avec la rosée du matin qui s'évaporait, on parviendrait à s'élever vers la Lune et le Soleil. Il a écrit des magnifiques textes de science-fiction là-dessus. Ça, je le savais, mais ce que j'ignorais, c'est qu'il a aussi inventé les livres audio, le baladeur et les écouteurs. Et ça, c'est justement quand il va sur la Lune. Racontez-nous ça. Alors, donc... D'abord, Cyrano de Bergerac, il s'appelait pas Cyrano de Bergerac. Non, c'est Savinien. Il s'appelait Savinien, un nom un peu plus commun. Mais il y avait aussi Cyrano de Bergerac à la fin. Et alors lui, il a rajouté de Bergerac dans sa signature, mais il n'est jamais allé à Bergerac. Non. Il était en région parisienne. C'était sûrement un bon vivant, un poète un peu qui devait faire beaucoup la fête. Il est mort très jeune. Il est mort dans 35 ans ou 36 ans, quelque chose comme ça. Et il a écrit donc un roman qui s'appelle Les peuples de la Lune, et un autre qui s'appelle Les voilà. Et là-dedans, il raconte les livres des habitants de la Lune. Et donc, je crois que je pourrais lire peut-être 10 lignes. Évidemment. Je crois que je pourrais lire 10 lignes parce que c'est beaucoup mieux écrit que ce que je ne raconterai. Parce que dans votre livre, vous racontez non seulement les histoires, mais vous livrez parfois des passages des auteurs en question. Voilà. Alors, il faudrait que je trouve. Voilà. Donc, ça va faire 10 lignes, ça ne va pas être trop long. Et donc, il écrit, Cyrano, il écrit comment sont faits les livres des peuples de la Lune. Alors, c'est écrit en vieux français, je le dis en vieux français. Je n'ai point encore parlé de leur imprimerie, je m'en vais expliquer la façon de leur volume. À l'ouverture de la boîte, donc les habitants de la Lune avaient des petites boîtes. À l'ouverture de la boîte, je trouvais dedans un je ne sais quoi de métal, quasi tout semblable à nos horloges, plein d'un nombre infini de petits ressorts et de machines imperceptibles. C'est un livre à la vérité, mais c'est un livre miraculeux, qui n'a ni feuillet ni caractère. Enfin, c'est un livre où pour apprendre, les yeux sont inutiles, on n'a besoin que d'oreilles. Quand quelqu'un donc souhaite lire, il bande avec une grande quantité de toutes sortes de clés cette machine, puis il tourne l'aiguille sur le chapitre qu'il désire écouter. Et en même temps, il sort de cette noix, comme de la bouche d'un homme ou d'un instrument de musique, tous les sons distincts et différents qui servent entre les grands lunaires à l'expression du langage. Donc voilà, il a un livre audio. Voilà. Donc c'est Cyrano de Bergerac au XVIIe siècle, voilà, qui a donc écrit les premiers baladeurs. Inventé le livre audio. Voilà. Une autre invention qui m'a vraiment interpellé, c'est le stéthoscope. On connaît tous, cet appareil qui permet d'écouter le cœur ou d'écouter les poumons quand on est médecin. C'est un Français qui a inventé ça en 1819, c'est le Français Laennec. Oui. Mais là où j'ai été surpris, c'est qu'en fait, il a surtout inventé ça pour
éloigner l'oreille du médecin Tout à fait. du patient par pudeur et par hygiène. Par hygiène et par pudeur, oui, peut-être plus par hygiène que par pudeur. Mais donc le premier stéthoscope, c'était un simple cylindre. Ouais. Et donc il a créé un cylindre pour écouter les poumons et pour écouter le corps humain. Mais effectivement, au lieu de poser son oreille sur le Oui, parce que poumon, ça marchait aussi. il a créé ce stéthoscope qui Pour s'éloigner. pour s'éloigner du corps. Donc oui, voilà, par pudeur Ouais. ou par hygiène, ou les Ouais. deux. Ouais. Puis après, il a mis il a relié ça à des écouteurs, Ouais. voilà, et puis ça s'est développé comme ça. Voilà, oui, c'est la Alors, NEC, oui. Autre histoire aussi, on connaît tous l'invention du téléphone, en tout cas je croyais connaître l'invention du téléphone, mais en fait pas du tout, parce que vous racontez dans le livre qu'en 1849, c'est un Italien, Antonio Meucci, qui a inventé le téléphone, mais ce qui est rigolo, c'est que ça se passe à Cuba et qu'il est question d'une cuillère. Alors racontez-moi cette histoire d'Italien à Cuba qui avec une cuillère invente le téléphone. Oui. Alors, il y a eu un savant anglais déjà, quelques dizaines d'années d'avant, qui s'appelle John Hooke, dont on connaît le téléphone de Hooke, qui avait il avait écrit, c'était un savant expérimentateur, ce n'était pas un théoricien, c'était un contemporain de Newton. Newton, lui, c'était le grand théoricien de la physique. Hooke, c'était le grand expérimentateur de la physique. Et donc, il a créé un téléphone à partir de 2 cuillères qui étaient reliées par un fil métallique, et il a mis des gens dans 2 pièces différentes, qui un parlait sur une cuillère, l'autre écoutait à la cuillère de l'autre côté, et il a créé le téléphone de Hooke. Et Meucci a repris cela, il a perfectionné cela, donc il a fait ça à Cuba, et puis après il est parti à New York, et il a donc inventé le téléphone. Ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a 2 jours, ou 3 jours, à la RTB ou sur Arte, je ne sais plus, on a fêté les 250 ans du téléphone et on a dit qu'il avait été inventé par Graham Bell. Ben oui, c'est ce qu'on raconte toujours. Ouais. Eh bien, ça m'a choqué. Ben ouais, je comprends. Voilà, parce que... C'est pas moi qui dis ça à la RTB. Hein, je sais que c'est Meucci. Voilà. C'est un anglais avant. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Meucci, il n'était pas très riche, et il a déposé un brevet du téléphone qu'il avait perfectionné, et à un moment donné, il a dû le renouveler, et il n'avait pas les sous pour le renouveler. Ouais. Et 2 jours après la fin de la fin de son brevet, il y a Graham Bell qui a déposé un brevet et qui a donc confisqué ce que Meucci avait inventé et qui a fait fortune avec ça, Graham Bell. Mais les Italiens ne se sont pas laissés faire. Ils ont soutenu Meucci pendant tout le XXe siècle. Donc là, on est à la fin du XIXe siècle. Hein. Ouais, et donc, il y a notamment un monsieur qui était le chef de la RTB, on va dire, de la RTB italienne, de la RAI. La RAI. Non, c'est pas le chef de la RAI, mais de l'Institut de Télécom en Italie, et qui s'est battu, qui a fait des procès à la compagnie Bell Telephone, qu'il a gagné. Et il a été jusqu'à la Cour suprême des États-Unis et il a obtenu un avis de la Cour suprême des États-Unis comme quoi il reconnaissait que c'était Meucci qui avait inventé le téléphone et que Edison aurait dû lui remettre des royalties, mais Meucci était déjà mort, il n'avait pas d'enfant, enfin bon bref, c'était... Et pour dire que même les Américains, ils sont d'accord avec ça, il y a le monsieur Giuliani, qui est un des avocats de Trump, mais qui a été maire de New York en 2001, et qui après a instauré, en début de notre siècle, il a instauré le Meucci Day, le jour où Meucci avait... Donc c'est une chose qui est reconnue, mais dans l'esprit des gens, beaucoup, c'est Graham Bell qui a inventé le téléphone, qui n'a pas inventé, il l'a industrialisé, il l'a certainement perfectionné, etc. Mais l'inventeur du téléphone, qui a déposé le premier brevet, c'est Meucci.
On va faire le test. Qui a inventé le téléphone, Meucci ou Bayle? Vu ça, on n'a pas perdu la soirée, c'est déjà bien. On a rétabli l'honneur de Meucci. Voilà, mais la RTB, il faudra leur dire. Je vais leur dire, mais voilà, vous êtes introduit, voilà. Alors il y a plein d'autres dates, évidemment. On n'est pas encore au bout de l'heure, mais presque. Je ne vais pas tout sortir, parce qu'évidemment, vous racontez l'invention du phonotographe de l'écossais Scott de Martinville, du phonographe du français Charles Cross, avant celui de Thomas Edison aussi. Hein. Mais une invention dont j'aimerais que vous nous parliez, c'est le théâtrophone de Clément Ader. Donc c'est un français. Le théâtrophone, ça existe toujours. Ça existe toujours, ça date de 1881, et c'est un système qui permettait d'écouter le théâtre à distance. Voilà. Expliquez-nous un peu comment ça marchait. Ben, c'est de l'interphonie, c'est-à-dire qu'il y a donc il y a une pièce de théâtre qui jouait. Voilà, on va dire qu'on est sur la scène, Ouais. et puis il y a un trou dans le mur avec un tuyau qui monte. Et à l'autre bout, il y a aussi un orifice et on peut ainsi communiquer par interphone. Ouais. Un interphone. Ouais. C'est simplement un interphone. Ouais. Mais c'était un monsieur qui était aussi très très ingénieux, on va dire, qui inventait plein de trucs. Et donc il a fait ça dans un théâtre à Paris et je crois que ça existe encore. Ouais. Et Je donc ne l'ai l'idée, jamais c'était de vu. pouvoir écouter la pièce à distance. Voilà, aussi. Ouais. Ah oui, et Pourquoi après... aussi c'est pourquoi vous Oui, dites oui, aussi. non, vous avez raison. Il y a l'interphonie, mais il y a aussi le fait qu'on pouvait, après, ils ont même dans ce théâtre vendu des abonnements aux gens qui pouvaient aller écouter le théâtre à l'extérieur. Ils pouvaient s'abonner et écouter. Oui, vous avez raison. Génial. Ça, Voilà, c'est voilà. vraiment génial J'avais comme oublié invention. ça. Je J'avais ne oublié connaissais ça. pas oui. du tout. Alors, vous parlez aussi de l'allemand Berliner qui invente le disque, disque, la première ouais. liaison radio par Marconi. Ça, c'est des choses qu'on connaît. Le CD numérique en 1982. On avance dans l'histoire. Mais puis, vous vous êtes intéressé aussi beaucoup, et ça, vous m'avez dit juste avant que vous aviez envie d'en parler, de la forme des salles modernes de concert. Voilà. Qu'est-ce qui vous intéresse tant dans l'histoire? C'est vrai qu'elles sont toutes très différentes. Vous montrez des plans dans votre livre. C'est des salles de concert aux formes très différentes. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette histoire? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des salles de concert de plusieurs formes, déjà. Alors, il y a eu une première évolution. Bon, on connaît les théâtres antiques Oui, qui ont cette forme arrondie. Ouais. Cette forme arrondie, elle a perduré jusqu'au très longtemps, presque jusqu'au 19e siècle, on va dire. La forme qu'on a, on a fermée, mais les formes arrondies sont restées. Il y a eu, à la fin du 18e, il y a eu les premiers opéras qui ont un peu changé les formes, où on a, avec les loges sur les côtés, et on s'est rapproché d'une forme un peu plus cubique, même si c'était encore un peu arrondi. Et alors, il y a eu une date importante dans l'histoire de l'acoustique des salles, c'est fin du 19e siècle, avec l'apparition d'une salle de Vienne, qui est encore aujourd'hui le Musikverein de Vienne, qui est encore considérée aujourd'hui comme la meilleure salle de concert classique du monde, par beaucoup. On a créé une salle parallélépipédique, donc un rectangle, mais à cette époque-là, on rajoutait quand même sur les côtés des reliefs de colonnes et de choses comme ça. Et c'était une salle où, au lieu d'avoir le public en arc de cercle, on avait le public, comme vous êtes ici, en rang l'un derrière l'autre, et dans des salles parallélépipédiques relativement étroites. Et donc ça a été un choc, parce que c'était une nouvelle architecture, et c'était parfait pour écouter la musique. Bon, on a découvert 50 ou 60 ans plus tard pourquoi, avec des techniques instrumentales, pourquoi c'était une bonne forme pour la musique. C'est parce qu'on a la sensation d'être dans un espace, on a des réflexions latérales qui viennent et qui créent une sensation d'espace qui est agréable pour la musique. Mais il ne faut pas que ça soit des murs plans, il faut qu'il y ait un petit peu, comme ici, comme je disais tout à l'heure, un petit peu de relief, etc., pour créer un bon champ sonore. Mais au début, on l'a fait un peu intuitivement. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Et alors après, pendant une vingtaine d'années, on a construit des salles parallélépipédiques un peu partout. On a fait à Amsterdam, cette salle existe encore, le Concertgebouw d'Amsterdam.
Donc on a construit pendant longtemps, pendant 50 ans, on a construit, comme c'était bien, on a copié, on a fait plein de salles parallélépipédiques dans le monde. Et puis il y a eu un deuxième choc, c'est en 1960, à Berlin, la Philharmonie de Berlin, où on a l'architecte et puis je ne sais pas qui d'autre, peut-être Karajan aussi, qui était quand même aussi intégré à l'équipe de conception de cette salle. Ils ont voulu avoir une scène avec du public autour de la scène. Ils ont voulu quitter ces parallélépipèdes et ils ont créé une salle avec des terrasses à différentes hauteurs, mais qui entouraient le public, entourait la scène. Et donc, on a appelé ça le vineyard, vignoble, un vignoble ici à Genève. Donc, on a créé des petites terrasses, c'était des petites terrasses de vignoble, et ça a fonctionné très très bien. Ça fonctionne toujours très bien. Et donc, aujourd'hui, et alors, je sais, c'est encore une époque où je travaillais, au début de notre siècle, au début du 21e siècle, il s'est construit en Europe plusieurs salles en même temps, plusieurs grandes salles en même temps. Il y en a une à Paris, le Philharmonie de Paris, il y en a une à Hambourg, il y en a une en Suisse, à Lucerne. Et c'était un petit peu, dans le domaine de l'architecture et de l'acoustique, c'était un petit peu une période foisonnante où on parlait beaucoup de quelle est la meilleure salle. Est-ce que c'est le shoebox? Est-ce que c'est la boîte à chaussures, le parallélépipède? Ou est-ce que c'est le vineyard? Est-ce que c'est le vignoble? Et en fait, je crois que les deux formes conviennent bien. L'avantage de la salle vignoble, on va dire, c'est d'avoir aussi des petites parois sur les côtés qui délimitent et qui vous recréent ces réflexions que l'on a dans les salles parallélépipédiques, rien que par la forme de la salle. Mais donc c'est une période, le début du XXIe siècle, une période intéressante en architecture d'acoustique de salle, en architecture de salle et en acoustique, où il y a un architecte français le plus célèbre, Jean Nouvel, qui a fait en même temps une salle boîte à chaussures, on va dire, et qui est à Lucerne, et en même temps une salle vignoble à Paris avec le Philharmonique de Paris. Donc là je parle vraiment de la petite histoire de l'acoustique des salles. C'est extrêmement important. D'ailleurs, vous allez peut-être enfin pouvoir répondre à cette question qui me taraude depuis des années. Je suis un grand consommateur de musique rock. Donc je vais dans beaucoup de salles de concert, assister à des concerts avec des grosses guitares électriques et des chevelus. Pourquoi le son est aussi pourri à Forêt Nationale? Parce que c'est... Pourquoi je sais. Qu'est-ce qui se passe? C'est du béton partout. Voilà. Et il n'y a pas de forme, il n'y a pas d'étude de forme, il n'y a rien. Et moi, mon premier concert, quand j'avais 15 ans, je suis allé écouter à Forêt Nationale. J'étais écouté Led Zeppelin à Forêt Nationale. Excellent. Et c'était horrible.